Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Art et Marché, l'émission qui vous ouvre les portes du marché de l'art. Le groupe d'assurance britannique Hiscox lance un nouveau produit appelé Collection Privée, un contrat unique pensé pour couvrir tout type de collection. Julie Hugues, responsable du marché de l'art et clientèle privée chez Hiscox, est notre invitée pour comprendre les changements qu'apporte ce contrat et ce que ça dit de notre manière de collectionner. C'est parti pour Art et Marché. L'assureur spécialisé britannique Hiscox propose un nouveau produit pour assurer en un seul contrat tous les objets qui peuvent appartenir à une collection. On en parle tout de suite avec Julie Hugues. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes responsable marché de l'art et clientèle privée au sein d'Hiscox. Et merci de venir. Hiscox, alors en plus cette année fête ses 30 ans. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous décriveriez l'évolution de la manière de collectionner depuis qu'Hiscox accompagne les collectionneurs, et j'imagine que ce nouveau produit accompagne une nouvelle manière de collectionner. Exactement. Alors nous, on a un assureur qui a une existence plus antérieure à 30 ans. Hein. Ça fait quasiment un siècle, mais c'est vrai que ça fait 30 ans de présence en France, et donc 30 ans qu'on étudie, qu'on accompagne, qu'on observe les évolutions du marché de l'art et les habitudes de nos collectionneurs, et on commence... Ça faisait quelques temps déjà qu'on y travaillait, on commence à détecter des tendances qui étaient intéressantes et qu'on avait envie d'accompagner, parce qu'on a envie que le contrat soit toujours à la page, soit toujours dans l'innovation, et d'accompagner des collectionneurs qu'on voit émerger. Il y a vraiment une nouvelle génération de collectionneurs. Alors, on en parle souvent, la génération Z, la génération milléniale, mais qui arrive sur le marché, qui est de plus en plus riche, de plus en plus tôt, et qui a une manière de collectionner assez disruptive par rapport à tout ce qu'on a pu observer par le passé, et qu'on essaie d'adapter aujourd'hui avec ce nouveau produit. Et comme vous le disiez, c'est un produit vraiment tout en un, où l'idée c'est de la modularité. Ça s'adapte à toutes les collections de la manière la plus simple et la plus lisible possible. Quand vous dites du coup une manière de collectionner qui est assez disruptive, c'est en quoi du coup ? Alors, c'est parce que justement, nous, dans notre ancien contrat, on avait l'habitude, par exemple, d'avoir prévu des sections ça va être très traditionnel, hein, pour les timbres, la porcelaine, le mobilier 18e, etc., qu'on a eu beaucoup par le passé. Aujourd'hui, c'est des segments qui sont plutôt en déclin sur le marché de l'art, qui ne trouvent plus vraiment preneur, à la différence de nouveaux objets qui sont devenus presque des objets de la culture populaire, mais qui sont passés en fait dans le domaine de la collection. Alors évidemment, il y a les exemples classiques, les cartes Pokémon, les cartes Magic, les baskets, les vinyles, même des œuvres qui ont été créées par IA. On a aussi une nouveauté qui est plutôt liée aux collections d'entreprises, qui sont toutes les œuvres d'art en leasing, qui ont de plus en plus de succès, et qui avaient besoin d'un accompagnement spécifique à laquelle on... Mais parce que quand on a une collection, avant ce produit, quand on a une collection avec à la fois des sacs de luxe et des œuvres d'art, on ne pouvait pas avoir un contrat unique en tant que collectionneur ? Alors, on pouvait, mais c'était toujours du sur-mesure, et donc, je ne vais pas dire du bricolage, mais c'est des choses qu'on n'avait pas anticipées. Un sac de maroquinerie de luxe, on pouvait le couvrir, mais dans un contrat plutôt habitation, parce que c'était un objet qui se portait au quotidien, qu'il fallait garantir à l'extérieur. Aujourd'hui, maintenant, vous avez vu le succès du sac Birkin qui s'est vendu à plus de 8 millions chez Sotheby's. C'est des sacs qui sont mis sous cloche, qui sont préservés et conservés, qui sont plus portés et qui du coup sont complètement éligibles à ce type de contrat. Donc c'est le contrat qui s'est adapté plutôt à l'objet que l'inverse. Et aussi c'est parce que je pensais à ça en tant que nouvelle manière de collectionner. Est-ce que c'est parce que vous voyez aussi plus de diversité dans la collection, dans la mesure où il va y avoir des collectionneurs qui sont plus diversifiés et moins en silo, comme un collectionneur qui collectionnerait que du mobilier 18e ou quelque chose comme ça. Les collections sont plus hétérogènes, vous remarquez ? Oui, alors après, il y a vraiment des axes de collection. Et voilà, je disais, il y a des collectionneurs de cartes Pokémon, il y a des collectionneurs de vins et de whisky rares. Et l'idée, c'était de répondre à ces besoins spécifiques, parce que voilà, une bouteille, par exemple, de whisky, ça se casse, ça se brise, ça fait du sinistre total. Il faut prendre en compte. Il y a aussi un sujet de conservation de la bouteille qu'il faut pouvoir suivre et avoir les bonnes
les bonnes clauses, les bonnes garanties. Donc en fait, c'est vraiment cette idée de prendre le pouls du marché et de s'adapter. Il y a aussi eu des choses qu'on a décidé de ne pas suivre. Typiquement, vous avez vu peut-être un peu la bulle sur les NFT au moment du Covid, qu'on a observé de manière assez précise pour voir comment ça allait évoluer. Et on avait pris la décision typiquement d'être très clair et de dire ça, on ne peut pas le couvrir. C'est pas un dommage matériel, c'est pas un objet physique. Ça va au-delà ou alors il faut aller vers des gens qui sont vers un risque cyber, etc. Donc voilà, on s'est dit, nous, on sait faire du dommage matériel, du dommage physique à des œuvres physiques. Le NFT, c'est un objet qui est intangible. Et donc voilà, on s'est aussi dit, c'est le moment de clarifier le contrat, de dire ces objets-là ne sont pas éligibles et de faire la part des choses. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est vrai que la bulle a un peu éclaté aujourd'hui et que. Oui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins. Voilà, contrairement aux cartes Pokémon ou aux sneakers ou autres qui sont tous les objets de la culture populaire. Il y a aussi un grand regain au niveau des mémorabilia. Le sport, voilà, le sport, les maillots de foot, les maillots de foot, les chanteurs de variété. Donc là, la guitare de Taylor Swift qui a été vendue à 120 000. On a vu une vente des objets ayant appartenu à Freddie Mercury en 2023 qui a fait plus de 40 millions en vente. Donc voilà, c'est ces tendances-là qu'on essaye de suivre et de répondre aux besoins. Et comment ça se passe du coup? Alors si on veut se tourner vers vous pour assurer notre collection, est-ce qu'il va y avoir un professionnel qui va du coup analyser tous ces objets un à un et leurs spécificités? Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas tous les mêmes mettre dans le même un tableau. C'est vrai que ce soit un tableau contemporain ou un tableau ancien, peut-être que pour le coup, au niveau de l'assurance, ça peut être pareil, alors que là, il faut analyser la matière, l'exposition, etc. C'est ça. Alors nous, on se repose vraiment sur un réseau d'experts. On a des experts en interne, on a aussi des experts qui sont spécialisés dans leur domaine. Donc typiquement, en plus maintenant, chaque maison de vente va avoir ses experts en culture populaire, etc. Ça reste quand même le même principe d'assurance, c'est-à-dire qu'il faut un justificatif, donc une facture ou une expertise de ces objets-là pour pouvoir les assurer correctement à leur valeur. Le principe du contrat ne change pas, mais la matière, on va dire, évolue. Et l'étendue de la couverture proposée, c'est pour répondre à quel risque? Alors, par contre, ça, c'est vraiment des basiques qu'on n'a pas voulu changer parce que ça marche très bien et parce que c'est le cœur de notre métier. Ça reste toujours de la garantie en tout risque, sauf. Donc, c'est-à-dire que c'est un contrat très simple où tout ce qui n'est pas exclu est couvert, ce qui a le mérite d'être extrêmement concis à la lecture du contrat. Concrètement, ça vient surtout couvrir, et c'est intéressant quand on est sur des objets un peu fragiles, qui se déchirent, qui se cassent, c'est le dommage accidentel qui est couvert par défaut dans notre contrat, qui représente 3/4 des sinistres et qui est exclu dans tous les contrats d'habitation standard. Donc ça, c'est un vrai plus. Dans les tendances qu'on a observées aussi, on est très vigilant, on essaie de faire beaucoup de prévention là-dessus. C'est aussi le risque de vol qui est en totale augmentation. Alors, est-ce que c'est lié au contexte actuel, de crise actuelle? On ne le sait pas. Le cours de l'or n'a jamais été aussi haut, mais si vous avez un petit peu regardé l'actualité ces derniers temps, notamment dans les musées, il y a des vols à Limoges, à Cognac-Gay, à Paray-le-Monial. On a eu des vols d'objets précieux, donc de métaux précieux. De notre côté, nous, à notre niveau, on observe une tendance assez forte sur les bijoux et les montres. Beaucoup de vols à l'arraché, des clients qui sont séquestrés chez eux jusqu'à ce qu'ils ouvrent le coffre-fort. Donc voilà, c'était des choses qu'on voyait moins souvent, qui étaient exceptionnelles et qui là... la tendance actuelle avec le cours de l'or et ça Oui, je crains que ça. Alors d'habitude, en plus, on fait pas beaucoup de prévention sur le vol parce que les objets d'art ont toujours été épargnés. Mais là, on se retrouve, cette année avec quand même des vols de tableaux qu'on n'avait pas vus jusqu'alors et qui sont une raison de plus pour nous pour s'assurer parce que ça devient extrêmement concret. Et là, on ne parle plus de dommages partiels, un tableau qui tombe ou autre. On parle de disparition totale de l'objet avec des conséquences financières qui sont importantes. Vous parliez de leasing tout à l'heure. Oui. Ça, c'est peu commun d'intégrer les œuvres en leasing dans une couverture, dans une assurance? Alors, dans le benchmark qu'on a fait, personne ne le met par défaut. Oui, il faut rajouter. Donc à chaque fois, ça supposait d'écrire, de rajouter, de venir. C'est moins fluide. Nous, on l'a mis par défaut pour l'ensemble des objets d'art, que ce soit des collections de particuliers ou des collections d'entreprises, parce que
y a un intérêt fiscal qui est certain, et c'est vraiment une nouvelle manière, un peu à la manière de la manière dont on consomme aujourd'hui. On n'achète plus, on loue. Donc c'est vraiment un besoin, et on avait envie que ce soit ancré et écrit dans le contrat. Est-ce qu'on peut donner un exemple concret? Je ne sais pas si vous avez déjà accompagné un jeune collectionneur ou, dans ce nouveau produit. Est-ce que vous pouvez nous dire un cas un petit peu concret qui pourrait être récurrent ou fréquent? Comment est-ce que lui se tourne vers vous? Combien ça pourrait lui coûter exactement, et par quelle étape il doit passer? Oui, alors on a lancé officiellement le 1er octobre, et on a déjà des contrats qui sont live depuis cette date. Le premier contrat qu'on a fait, c'est une Tourisque Vin. Donc ça, c'est un collectionneur de vin qui avait besoin d'un contrat spécifique. Et pour vous donner un ordre de grandeur, ce contrat, il est accessible à partir de 500 € de prime par an. Donc en général, on dit qu'il faut à peu près 100 ans pour être rentable, 100 ans sans sinistre et sans payer de prime pour commencer à être rentable et à économiser de l'argent. Donc c'est des primes qui sont très accessibles. À l'inverse, on a des collectionneurs qui sont exceptionnels, avec des collections qui vont dépasser les 10, 20, 50 millions, où là, on est plutôt sur un investissement financier. Oui. Donc là, pour l'instant, les collectionneurs qu'on a vus, voilà, c'était des collections de vins. On a aussi beaucoup, parce que c'est lié aussi à la demande du marché, d'assurance pour les bijoux et les montres. Oui. Les gens ont vraiment besoin de cette garantie-là, en plus d'un contrat habitation qui n'est pas du tout adapté pour pouvoir les porter tous les jours et être serein. Oui, c'est ça, parce que là, c'est des assurances qui nous permettent de sortir avec les bijoux. Ils ne sont pas forcément au Exactement. Top. C'est vraiment un contrat qui s'adapte. Donc, par exemple, une des autres spécificités qu'on n'a pas voulu changer parce qu'elle est clé et que c'est notre marque de fabrique, c'est qu'on garantit donc en tourisme, mais aussi en tout lieu. Donc, en monde entier, les objets d'art vont circuler, ils sont prêtés à une galerie, ils sont envoyés en restauration, ça reste couvert. Et pour les bijoux et les montres, c'est pareil. C'est un peu plus sur mesure parce que la prime serait trop chère si on mettait tout en monde entier et on ne porte pas tous ces bijoux en même temps. Mais justement, on a des territorialités qui s'adaptent, et on a la même logique. C'est une nouveauté qu'on a intégrée aussi, c'est que si le bijou est confié au bijoutier, à l'horloger pour la révision, parce que voilà, ça fait partie de la vie du produit, et ben c'est quand même garanti, même quand c'est pas chez le client. Merci beaucoup, Julie Hugues. Je rappelle que vous êtes responsable marché de l'art et clientèle privée au sein du l'assureur spécialiste Hiscox. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Arrêt Marché.